4000 employés de Block virés en 24 heures. Jack Dorsey coupe massivement alors que son entreprise est en pleine croissance. Alors que se passe-t-il ? Sans doute le signe que quelque chose de fondamental a basculé. Et pas sûr que le monde du travail soit prêt. On décrypte aussi le post Substack de Citrini Research qui a semé la panique sur les marchés. Le scénario, l'IA automatise les cols blancs, les emplois s'évaporent, l'économie mondiale s'effondre. Alors, s'agit-il d'une fiction ou simplement d'un roman d'anticipation ? On analyse cela de plus près avec mes invités. Et ce basculement, il ne s'arrête pas aux entreprises puisque Washington vient de lancer Freedom, un VPN officiel pour permettre aux Européens de contourner leur propre loi numérique. L'ingérence numérique américaine œuvre désormais à visage découvert, on en parle. Bienvenue dans Silicon Carnet, le plus grand talk show tech français qui analyse la Silicon Valley depuis la Silicon Valley. Mon nom est Carlos Diaz et l'émission commence maintenant. Aujourd'hui à mes côtés dans Silicon Carnet, je suis ravi de l'avoir pour la première fois. Quentin Adam, fondateur de Clever Cloud. C'est aussi un des fondateurs du projet Open Internet Project, n'est-ce pas, Quentin ? C'est ça, tu es fondateur, cofondateur. Non, je suis président. Ça a été fondé bien avant moi. C'est vieux. D'accord, et c'est vieux. Je suis président à présent, ouais. Est-ce qu'il y a Olivier Sichel dans ce projet-là, c'est ça ? Il était à la base, en fait. C'était l'Open Internet Project, c'est tous les gens qui se sont tapés Google et notamment Google Shopping dans la gueule et qui se sont coalisés pour faire le procès à l'Europe en anti-concurrence de Google et qui notamment a amené aux fameuses amendes à quelques milliards de Google à l'Europe. Exact. Je connais très bien Olivier Sichel puisque c'était l'investisseur dans ma boîte Blue Kiwi Software. Donc je le connais très très bien, Olivier Sichel, qui aujourd'hui c'est le patron de la Caisse des dépôts et consignations en France, ouais. Exactement. Jérémy Michel, on ne le présente plus, il a son rond de serviette chez Silicon Carnet, cofondateur de Risk Intel Media. Et puis Brivael, cofondateur lui de Argile.ai. Alors j'ai lu sur Twitter, techno-optimiste, libertarien allergique au bullshit. Je crois que tu es au bon endroit. Brivael, bienvenue. Non, parce qu'on nous traite souvent de libertariens, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais bon, bienvenue. Tu nous dis en deux mots ce qu'est Argile.ai ? Alors Argile, tu veux remplacer des mecs comme moi, hein, c'est ça, hein, Exactement, on va faire une version digitale de Carlos bientôt. On aide les créateurs de contenu à créer des vidéos et à automatiser leur contenu avec de l'AI. D'accord. Gros, pour la faire courte. Bon, je montre le site. Allez faire un petit tour là-dessus. Une petite auto-promo pour ce sweatshirt qui m'a été offert par un fan de Silicon Carnet, Mohamed Benamar. Si tu nous écoutes, merci. J'ai reçu le sweat et effectivement, il y a des jolis piments dessus. Merci Mohamed, merci. Si vous voulez m'envoyer des cadeaux, allez-y. Envoyez-moi un mail, je vous donnerai mon adresse et envoyez-moi des cadeaux. Je reçois plein de bouquins d'ailleurs, des gens. Je parle rarement d'ailleurs des bouquins parce que à part des romans, je ne lis pas de bouquins business. Donc c'est pas la peine de m'envoyer vos bouquins business. Généralement, je ne les lis pas. Allez, on commence l'émission. Go yourself. Depuis quelques semaines, un texte circule dans la Silicon Valley et sur les desks des traders de Wall Street. C'est un texte qui n'est pas un rapport officiel, c'est même pas une étude académique, c'est un post qui a été publié sur Substack par un cabinet d'analyse, Citrini Research, je le montre. Et là, le titre est volontairement dramatique, The 2028 Global Intelligence Crisis. Et le principe du texte, il est assez simple, les auteurs nous expliquent, ils imaginent une sorte de futur en juin 2028 et on a là un document de fiction qui explique comment l'intelligence artificielle aurait déclenché une crise économique mondiale. Le scénario, tout s'enchaîne très vite, les modèles d'IA deviennent capables d'automatiser une grande partie du travail intellectuel. Les entreprises remplacent massivement les fonctions administratives, analytiques ou même créatives. Et résultat, il y a des millions d'emplois qui disparaissent. Du coup, la consommation chute, les marchés paniquent et l'économie mondiale s'effondre. Et on appelle ça d'ailleurs, dans leur document, ils appellent ça la crise de l'intelligence. Quentin, tu l'as lu, cette fiction
Ouais, alors moi j'ai un gros problème avec ce type de fiction. Mhm. C'est pour moi il y a un mec qui historiquement a dit une énorme connerie philosophique, c'est Fukuyama. Le Mhm. jour où il a écrit La fin de l'histoire. Mhm. L'histoire, elle fonctionne en demi-droite. Il y a jamais de segment, il y a jamais de fin. Donc déjà, les gens qui t'expliquent qu'il y a une fin, en général, se plantent, mais alors d'une façon monstrueuse. Et je pense que c'est pas vrai en fait. Je pense que ce qui va se passer est plutôt une inventivité plus forte. Donc on est en révolution industrielle de la prestation intellectuelle. Il y a clairement des endroits où il y a besoin de 60 bonhommes, où maintenant il y en a besoin d'un. Donc oui, ça pose des questions. Mais en général, ce qui va se passer, c'est qu'on va reconfigurer la façon de faire, parce qu'en fait, tout le monde a une utilité dans une société telle qu'elle soit. Ouais, Bataille, il disait tout a toujours très mal marché, quoi, en fait. Donc, il faut pas s'inquiéter. C'est vrai que tout a toujours très mal marché. Mais en fait, si tu regardes, tout ce qu'on fait est jamais bien ordonné, bien pensé, bien réglementé. Mhm. On vit dans un monde où en permanence, tu pourrais te dire, c'est quand même extrêmement perfectible. Parce que le manque de coordination humaine, elle est monstrueuse. Tu vois, notre logistique, elle produit des gabegies alimentaires monstrueuses. Il y a des tas de choses qui sont pas optimisées. Et donc, en Mhm. fait, si tu veux, le fait de penser que tout va se produire dans un camp n'est pas vrai. Par contre, il peut y avoir des moments de secousse extrêmement forts. Il va Mhm. peut-être y avoir un moment de secousse, mais je pense pas que on arrive à un moment de la fin du travail, tu vois. Ce qui est un peu Mhm. la thèse de ce truc. Oui, c'est la thèse absolument de ce truc. Jérémy, un commentaire là-dessus, toi, ton avis? Moi, j'ai pas lu en entier cette étude, donc je me permettrai pas de la décrypter en détail. En revanche, j'ai bien vu les résumés divers et variés et bien compris où ça allait, et j'ai envie de dire encore une étude qui vient nous dire qu'il va y avoir une apocalypse sur l'IA. Donc là-dessus, vraiment rien de nouveau. Moi, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que ça cache? Quel est l'objectif derrière? Est-ce qu'il s'agit de faire du buzz sur les inquiétudes légitimes de certains cols blancs? Parce qu'il est vrai que certaines personnes perdent leur emploi sous le prétexte de l'IA, donc il y a une inquiétude qui manque. Maintenant, est-ce que au global, on va avoir une destruction massive d'emplois? J'ai déjà eu l'occasion de le dire sur ton émission, Carlos, mais en vérité, il n'y a pas de consensus. Pour revenir rapidement sur Fukuyama, ça me permettra d'enchaîner, si tu me laisses 30 secondes. Fukuyama, j'aime pas du tout, en effet, son livre sur la fin de l'histoire. Mais la vraie thèse, c'est de dire de Fukuyama, c'est pas qu'on est arrivé au bout de l'histoire, c'est que le modèle des sociétés, des démocraties libérales, est le modèle le plus abouti de société humaine qu'on puisse imaginer. Donc en fait, c'est le dernier modèle. Ça veut dire que l'histoire humaine n'arrivera pas à accoucher d'un modèle plus performant et surtout qui rende les gens plus heureux. En fait, c'est ça qu'il a voulu dire par fin de l'histoire. Et c'est ça que tu aimes pas ou c'est que... Alors justement, alors oui, c'est ça que je n'aime pas, parce qu'en vérité, je ne suis pas certain que la démocratie libérale soit le régime le plus idéal. Peut-être qu'on pourra imaginer d'autres régimes, grâce à de l'IA, grâce à peut-être un peu plus de consultation du peuple. Et puis, dans les démocraties libérales, je vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a quand même des mécanismes de construction d'oligopoles dans les médias qui remettent en question justement le terme démocratie. Donc, c'est un peu plus complexe que ça. Et à mon avis, Fukuyama a peut-être, il a un peu mis la charrue avant les bœufs, mais il dit lui-même que voilà, son modèle idéal pourrait très bien s'effondrer, mais que de toute manière, c'est le meilleur modèle. C'est un peu ça, Fukuyama, c'est un intellectuel et un propagandiste du modèle américain. Et en parlant de modèle américain, aujourd'hui, on est en train de réfléchir en effet à la prochaine crise économique, alors qu'on est peut-être à la veille de la Troisième Guerre mondiale. Je trouve ça assez risible. C'est-à-dire, quel est le plus grand risque aujourd'hui sur les économies? Est-ce que c'est le blocage du détroit d'Ormuz ou est-ce que c'est Claude AI et ChatGPT? C'est ça aussi ça la question qu'il faut poser. Ah ben, quand on regarde la bourse de Corée, par exemple, ce matin, c'est pas l'intelligence artificielle qui l'a fait chuter de 18%. Hein. C'est effectivement le conflit au Moyen-Orient qui a plus d'impact que l'intelligence artificielle. Donc voilà, donc pour moi, tout ça, ce sont des inquiétudes de col blanc. Ce sont des inquiétudes de col blanc et je pense qu'il faut en revenir aux basiques de l'économie. Est-ce qu'on a de l'énergie? Est-ce qu'on a de l'industrie? Est-ce qu'on a de la natalité?
Alors, spoiler, en Europe, on n'a pas d'énergie, on n'a pas d'industrie, on n'a pas de natalité. Bon, voilà, si des gens pouvaient se poser ces questions avant de se poser la question de l'impact de l'IA, ce serait déjà un bon début. Je sais pas ce que vous en pensez. Je voulais remercier Conto pour leur soutien à Silicon Carnet, je les connais bien maintenant. Et si tu t'apprêtes à créer ta boîte en France, ce que je vais te dire dans les prochaines secondes risque de te faire gagner un temps précieux parce que créer sa boîte, c'est génial. Mais c'est aussi tout un tas de démarches administratives et je sais, tu t'en passerais volontiers. En plus, tu as la réforme 2026 qui arrive et qui impose la facturation électronique à toutes les entreprises françaises. Justement, c'est là que Conto change la donne parce qu'ils ont non seulement des experts qui t'accompagnent gratuitement pour créer ton entreprise, mais maintenant, tu peux accéder directement à leur compte pro avec la facturation électronique déjà incluse. T'as pas besoin d'un outil supplémentaire, pas de ligne de dépense en plus. C'est la solution tout en un qui va te faire gagner du temps. Tu crées une facture en 1 minute, tu suis son statut en temps réel et quand le paiement arrive, il est automatiquement rapproché à la facture. Comme ça, la compta est simplifiée. Il y a déjà 600 000 entrepreneurs qui utilisent Conto. C'est une entreprise sur 4 en France. Alors, si tu te lances, tu vas sur conto.com. Ça s'écrit Qonto.com. Et ils ont été super sympas. Ils nous ont filé un code. Le code, c'est Silicon50. Tu peux l'utiliser et tu recevras 50 € sur ton compte pro au moment de la création. Voilà. Allez, retour à ton épisode. Pour moi, c'est pas un problème de col blanc. C'est un problème de bullshit job. Le problème, c'est pas les ingénieurs. En fait, les gens qui font un vrai boulot d'inventivité, ceux-là, ils ont toujours du boulot. Le problème, c'est les branlos. C'est ceux qui servent à code. Mais disons que transcrire le vieux Frenchy en verlan, je te jure, c'est quand même un autre boulot. C'est over difficile, over difficult, sans froisser mes collègues de l'académie. Tu vois, enfin, moi, c'est ce que j'ai éternellement dit, désespéré dans la French Tech, c'est, vous savez, le seul point commun entre un Eric Schmidt, un Steve Jobs, un Bill Gates, un Elon Musk, un Paul Allen, etc., c'est tous des ingés, hein. Ouais. Dans la French Tech, t'as 20% des cofondateurs qui sont des ingénieurs. C'est peut-être ça le problème. Et le Bien problème sûr. est toujours le même. C'est les non-productifs face aux gens qui savent bosser. Le plus gros problème de Fukuyama aujourd'hui, pour moi, il est pas sur la démocratie. Est-ce qu'on est encore dans un monde démocratique? Le libéralisme économique tel qu'il nous a été apporté par la révolution industrielle du 19e siècle, et le capitalisme moderne, aujourd'hui, dans un monde où tu as la croissance digitale qui ne répond pas à cette grande règle énoncée par Tuxon puis Marx de la décroissance, enfin du rendement décroissant du capital. Vu que tu as un rendement croissant du capital, ça fout un bordel monstrueux dans l'économie. Je pense que collectivement, et je trouve qu'il y a un phénomène qui incarne ça bien sur Twitter, c'est le fameux telle boîte a tué telle boîte. Exemple, là, hier, il y a Cursor qui a annoncé son revenu qui a doublé, qui est passé de 1 milliard à 2 milliards en 3 mois. Et je trouve que, en fait, tous collectivement, là, on analyse le présent avec les frameworks du passé, qui étaient des cycles qui étaient très longs, où en fait, on pouvait analyser l'avenir d'une boîte sur ce qui se passait, etc., etc. Et je pense que là, il y a une décorrélation totale entre ce que le grand public va pouvoir percevoir sur telle chose va avoir tel impact, parce qu'on est potentiellement sur le début d'une exponentielle. Et si on prend les effets composés parce que moi, je pense que l'impact que vont avoir les agents IA, donc ça fait finalement que 2-3 mois que ça commence vraiment à marcher. Je pense que l'impact économique que vont avoir les agents IA sur l'ensemble des différentes industries et les effets composés de tout ça, c'est extrêmement difficile à prédire parce que c'est une exponentielle. Et je pense que l'erreur et le framework commun à tous ces analystes-là, c'est de prendre une vision qui est très linéaire, qui est finalement héritée de la révolution industrielle. Et là, on est en train de vivre quelque chose d'autre avec un point d'inflexion qui potentiellement est exponentiel et c'est extrêmement dur à prédire en fait. En tout cas, ça a des vrais impacts, hein, parce que et c'est là qu'on se dit que effectivement notre économie aujourd'hui, elle est complètement en PLS parce que ce rapport, il a eu un véritable impact sur les cours à Wall Street. Bon, ça s'est calmé depuis, mais je suis tombé sur un autre truc qui m'a fait hurler de rire. C'est au début du mois, il y a une petite entreprise, mais vraiment un truc, hein, une toute petite boîte qui avec une valorisation à 6 millions de dollars, donc on peut dire une PME, qui avant vendait des machines à karaoké et qui a fait un pivot sur l'IA et qui s'est tournée vers la logistique. Et elle aussi, elle a fait un rapport où elle a expliqué que les gains d'efficacité dans notamment le chargement des semi-remorques grâce
à l'intelligence artificielle allait être colossale et ça a eu un impact direct sur la bourse, ce rapport-là. Moi, c'est ça qui me rend dingue, où là, je me dis, on marche sur la tête, c'est que il y a des gens aujourd'hui qui, avec des rapports comme ça, de façon ultra confidentielle, on a des gens aujourd'hui à Wall Street qui sont complètement allergiques ou enfin qui réagissent épidermiques en fait à ce genre de rapport-là. Et Wall Street, qui a toujours été fabriqué dans une logique de when, c'est-à-dire quand est-ce que les choses vont se déclencher, passe aujourd'hui dans une logique de if, c'est-à-dire qu'en gros, ils se disent mais en fait tout notre système d'audit qui repose sur le fait de savoir quand est-ce qu'une entreprise va se mettre à décroître, la question ne se pose plus comme ça. La question, c'est est-ce que cette entreprise a encore un avenir dans les 2 à 3 ans qui viennent, voire même des industries complètes? D'un côté, moi je trouve ça inquiétant, je suis d'accord avec toi Carlos, mais de l'autre côté, c'est peut-être la preuve, et là je suis pour le coup en désaccord avec Quentin, que le libéralisme n'est pas totalement mort, puisqu'en fait, c'est quoi le libéralisme et le capitalisme au-delà de ça? C'est un mode d'allocation des ressources dans la société. Là, c'est vrai que l'IA pose la question de comment est-ce que ces ressources sont allouées. Est-ce qu'elles sont allouées de manière intelligente, notamment dans la logistique et dans tous les secteurs? Et finalement, le débat se fait un peu sur les marchés, de manière un peu brutale. On se demande, est-ce que tel secteur va pas mourir? Est-ce que tel secteur va pas s'effondrer totalement? Et moi, j'y vois une forme d'intelligence collective. Et même si c'est un peu brutal, c'est quand même bien qu'on se pose la question avant de se dire, comme on le fait en Europe, mettons des réglementations pour empêcher ces bouleversements. Ouh là là, ça va trop vite. On ne sait pas où on va aller. Et en fait, je pense que pour reprendre ta distinction, Quentin, que tu faisais tout à l'heure, je pense que le libéralisme va très bien. C'est pas le libéralisme qui est en train de mourir, c'est la démocratie. Parce que tu l'as bien, t'as nommé Trump, t'as nommé Vladimir Poutine, la Chine, etc. En effet, on a un recul de la démocratie, mais le libéralisme, il est pas mort. Et il faut pas confondre l'OMC et le libéralisme. C'est pas la même chose. La mondialisation et le libéralisme, tu sais très bien que c'est pas pareil. Aujourd'hui, on a un retour du protectionnisme. Dans le cadre de certaines frontières, on peut avoir du libéralisme. C'est ce que font les États-Unis, c'est ce que font tous les pays protectionnistes, la Russie parce qu'on l'a forcé, et la Chine aussi. Mais du coup, la question que ça pose, c'est dans ce monde où on a du libéralisme collé à finalement du nationalisme et de l'IA à toute berzingue, qui va être finalement le plus compétitif. Et pour en revenir au sujet de départ, donc qui est l'étude, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix en vérité. Il faut qu'on aille à fond sur l'IA, qu'on comprenne comment ça fonctionne, qu'on l'utilise notamment parce que c'est une technologie qui est duale. Ça, j'ai vu un discours récemment de Arthur Mensch à Polytechnique où il y avait du monde cette fois-ci, où il expliquait justement la nature duale de ces technologies, donc c'est-à-dire utile dans le monde militaire. Quelques semaines après, on a l'attaque sur l'Iran où on apprend que les États-Unis ont utilisé Claude AI pour faire une sorte de wargame accéléré, donc en fait pour concaténer, analyser tout plein de données pour frapper beaucoup plus précisément. Et donc de quoi on se rend compte? C'est que l'IA augmente aussi nos forces armées, donc c'est aussi un outil de souveraineté. Et c'est pour ça que ce genre de rapport alarmiste et un peu apocalyptique, finalement, pour moi, vont un peu nulle part, puisque la vérité, c'est que de toute manière, on n'a pas le choix. Et j'ai pas l'impression qu'aux États-Unis, le libéralisme soit totalement mort. Ou alors, je sais pas, peut-être qu'il y a une réforme pour attends, tu supprimer Wall Street, m'excuses, mais je suis pas au courant. Le libéralisme Mais est mort. tu vas nous aux expliquer. États-Unis, le libéralisme, il repose sur le fait qu'il n'y ait pas de monopole. Aujourd'hui, chacun des GAFAM est intégralement un monopole que tu ne peux pas aller lutter. Et quand on essaye de briquer les monopoles, Ça, c'est les lois la loi n'est antitrust, pas oui. utilisée. Les lois, elles sont pas appliquées aujourd'hui. Enfin, je suis désolé. Ça, c'est un vrai sujet, À quel t'as raison. moment Facebook, on a breaké ses monopoles? À quel moment Google, on supporte ce qu'ils sont en train de faire? Amazon, on en parle Était sur d'Amazon. le point d'une de boîte le qui faire. perd de l'argent. Quentin, on était sur le point de le faire avec l'administration Biden. Trump Ils est le font arrivé et voilà quoi. Et on a mis les Mais ils le dossiers font dans pas, le tiroir. Pour la Et ma question, compétition avec la Chine. Trump est-il le symptôme ou est-il une conséquence du manque de libéralisme? Bien Non, sûr je que pense- Trump est arrivé pour défendre les monopoles. Et bien sûr que les mecs ont tous été pissés dans ce sens-là parce que ça les arrangeait.
Mais parce qu'ils Parce avaient que peur d'être Trump, pour démantelés, ces gens-là- à commencer par Meta. Hein. Ouais. C'était la grande peur de Zuckerberg, c'était de se voir démantelé. Et on savait que sa relation aussi avec Trump était houleuse et qu'il s'est dit peut-être que ce dossier de démantèlement de Meta, il va continuer à exister et j'ai intérêt à retourner ma veste. Mais Brivael a raison aussi, je t'entends dire la Chine, c'est ça, je pense que Trump se dit, ok, l'antitrust c'est quelque chose de super important dans la culture américaine, la culture libérale américaine, sauf que là, aujourd'hui, nous sommes face à une menace existentielle, c'est la Chine, et que on va ranger un petit peu l'antitrust en ce moment parce que j'ai besoin de puissance, j'ai besoin d'accélération et de concentration. C'est ça ce que j'ai l'impression en pure théorie des jeux. Je pense que les États-Unis, même s'ils avaient pu avoir intérêt à le démanteler, les GAFAM, aujourd'hui, avec ce qui se passe sur l'intelligence artificielle, si c'est fait, enfin, ils sont déjà en train de plus ou moins perdre la guerre, notamment sur les modèles, enfin, c'est plutôt sur l'open source. Mais si on se retrouve dans la situation où ils démantèlent les GAFAM, c'est sûr que là, la partie est terminée. Donc, rien que pour cette variable-là, ils le font pas. Donc, je suis assez d'accord avec Quentin, on a des monopoles, mais by design, là, ils peuvent plus être démantelés. Je pense que ça n'arrivera pas. Je vais vous parler, moi, des deux lobbies que je me tape, tu vois. Je me tape le lobby au niveau français et le lobby au niveau européen. Le lobby au niveau français, tu peux raconter à peu près n'importe quoi. À la fin, la seule question, c'est combien on va emprunter d'argent pour payer les retraites cette année sur les marchés. Le sujet du digital, on s'en bat les couilles, parce que Macron a beau dire la Startup Nation, ça lui passe 25% au-dessus de la tête. Et globalement, la dernière économie qu'a eu un ministre délégué et pas un secrétaire d'État, c'est le digital, alors que c'est les boîtes les plus riches du monde. Le sujet digital est un sujet qui n'est jamais discuté. C'est pas un sujet, tout le monde s'en fout et ça n'avance pas. Quand tu vas au Parlement, donc sénateur plus assemblée, si tu arrives à trouver 6 personnes sur les 2 assemblées qui sont un minimum chauffées par le sujet du digital, c'est bien, tu vois. Par contre, va parler de droit du travail, là tu vas te récupérer 3/4 de l'Assemblée pour te parler de ça. Donc c'est très pénible. Et là, Quentin, je te dis, tu donnes raison à ce que Peter Thiel est venu dire à Paris, c'est de dire, les gars, si vous voulez être souverain technologiquement, il va falloir accepter de dépenser un tas de pognon que vous n'avez pas et donc de mettre un tas de pognon sur la table pour rattraper le retard face aux Américains et aux Chinois, investir massivement, mais ça se fera au détriment de vos protections sociales, de la retraite et des choses comme ça. Et aujourd'hui, aucun politique, même si effectivement je te suis, c'est ce qu'il faut faire, c'est véritablement ce qu'il faut faire, elle est là l'urgence, ne peut aller devant le peuple français pour lui dire, vous savez quoi, on va baisser les retraites parce qu'on doit investir dans le digital. Ça n'existe pas, ça. Alors oui, c'est une décision politique. Moi, je n'irai même pas jusque-là. Mon sujet, c'est quand est-ce que le digital devient un sujet politique. Tu vois, j'ai même pas envie de dire aux gens, faisons une feuille de route. Est-ce qu'on peut arrêter de s'en battre les couilles, tu vois? Si tu veux, il y a quand même eu plus de lois l'an dernier sur la danse de salon que le digital. Qu'on soit très clair sur ce qui s'est passé, tu vois. Donc, c'est pas facile la vie, tu vois. Ils sont tous technophobes. Et à la fin, ils sont tous technophobes, ils sont tous technophobes et ils donnent du crédit. Il suffit de voir les députés se gargariser devant l'audience de Luc Julia. Je trouve que c'est symptomatique d'un. Luc Julia, il dit un truc ultra pratique pour les politiques. Il est en train de leur expliquer que finalement l'IA n'est pas grand-chose, que c'est qu'un outil, qu'il n'y a pas beaucoup de danger à ça et que même d'ailleurs les opportunités business sont très très faibles. Donc vous pouvez aller vous recoucher, circuler, il n'y a rien à voir. Je suis d'accord avec toi, il y a un vrai déficit de prise en compte des sujets technologiques au niveau de nos élus. Mais aussi dans la population, à mon avis, et ça, c'est dû à deux facteurs principaux à mon sens, c'est que à gauche, la technologie, c'est en fait c'est le capitalisme, ou alors le techno-capitalisme, comme ils disent. Et en plus de ça, c'est américain. Donc ça devient du technofascisme même, quoi. Et puis ensuite, ah oui, c'est ça. En fait, c'est du techno-féodalisme, du techno-capitalisme ou du technofascisme. Voilà. Donc en gros, la tech, elle n'est vue que sous ces angles-là en réalité. Et puis à droite, en fait, la droite, c'est le parti des retraités. Et c'est vrai que les retraités n'en ont strictement rien à faire de la tech. Eux, ils veulent profiter de ce qu'il leur reste de retraite, faire des croisières, et puis qu'on les emmerde pas trop et qu'on monte pas trop la CSG, quoi. Donc on est un peu pris en étau. Macron était censé prendre le sujet à bras le corps avec la Startup Nation, etc.
Moi, j'ai rien à dire sur la French Tech. Carlos, tu t'es déjà exprimé dessus, donc tu pourras nous éclairer, mais il y a peut-être. Non, je dis plus rien. Je dis plus rien là-dessus. Tu dis plus rien. Non, parce que j'ai l'impression d'être je suis en train de devenir une sorte de dieudonné. Calme-toi. Donc je vais pas tarder à faire un spectacle. Je m'excuse ou je sais pas quoi. Mes excuses pour la French Tech. Mes excuses pour la French Tech, machin. Donc non, je dis plus rien. C'est formidable. La French Tech, c'est génial. Mais en revanche, je vais essayer d'être optimiste. Je le sens que la technologie, la tech, on verra sous quel angle elle va arriver, mais le sujet va devenir central dans la prochaine élection présidentielle. C'est intéressant. Toi, tu penses que ça va être le... Putain. Je pense que ce sera j'espère que ce sera un des sujets qui va arriver sur le devant de... dans l'espace public, tout simplement, parmi les 10 trucs habituels, quoi. Et j'espère que ça va justement obliger quelque part nos dirigeants, nos futurs élus et anciens élus qui se feront réélire, finalement à s'intéresser véritablement à la question. Et je crois qu'on commence à voir des signaux. Mais je veux faire une émission. Je te l'ai dit, pour les présidentielles, je voulais faire un format spécial pour inviter tous les candidats à la présidentielle, justement, à une conversation sur ce thème-là, quoi, sur le thème justement de la technologie et de l'intelligence artificielle, parce que je pense qu'il est crucial pour le prochain vote que on connaisse le niveau de compétence, de connaissance et aussi la vision de ces candidats sur ce sujet-là, parce qu'il est effectivement fondamental. Je le crois. Si vous pensez d'ailleurs que c'est une bonne idée, dites-le nous dans les commentaires, parce que pour moi, c'est justement un des enjeux. Carlos. C'est-à-dire que ça ne doit pas être, en fait, ça ne va pas être un sujet, sauf si on fait en sorte de le porter dans le débat. Ouais. Et aujourd'hui, c'est à nous de le porter dans le débat, de poser la question de la technologie d'un point de vue politique. Moi, c'est pour ça, je parle avec tous les partis politiques tout le temps. Et vraiment, tous, sans aucune exception. Ouais, mais tu sais, Quentin, moi, il y a des gens, même parmi les auditeurs me disent, ils me reprochent d'avoir de parler trop de politique dans Silicon Carnet, alors qui est un podcast qui, à la base, parle de technologie. Mais moi, j'essaye de leur expliquer exactement ce que tu dis là. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui séparer la technologie de la politique. Comme toi, je le pense fondamentalement, il faut qu'on se pose ces questions-là. C'est chiant, on n'a peut-être pas l'habitude, mais il est important de se poser ces questions. Je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus, Quentin. Merci à vous de regarder Silicon Carnet et merci à Quorum l'épargne, notre partenaire. Merci de soutenir cette émission. Je sais que la plupart d'entre vous m'écoutez depuis la France et depuis des années, je vous parle des États-Unis, de leur énergie, de leur marché et de leur capacité à attirer du capital. Certains d'entre vous me disent « Ok Carlos, t'es sympa, on comprend le potentiel, mais comment est-ce qu'on investit concrètement sur le marché américain ?» Eh bien justement, Quorum a lancé Quorum USA, c'est la première SCPI qui investit directement aux États-Unis. En un an à peine, ils ont déjà investi dans les 3 États les plus riches du pays, New York, la Californie et le Texas. Côté performance, Quorum USA, c'est un objectif de taux de rendement interne de 4,5% sur 10 ans et une performance globale annuelle de 7,7% en 2025. C'est le moment idéal pour regarder les US. Alors si vous êtes curieux d'en savoir plus sur le plus grand marché immobilier du monde, rendez-vous sur quorum.fr. Ça s'écrit CORUM.fr. L'investissement dans les produits financiers comporte des risques et n'offre aucune garantie de performance. 2025 n'est pas représentatif d'une performance stabilisée. Allez, retour à ton épisode. Brivel, tu disais, tu entends ça, mais tu me disais, mais en fait, la population française, 98% de la population française n'a strictement rien à foutre de ce qui se passe dans le digital et de l'intelligence artificielle. Tu me disais même que parmi tes salariés, tu es obligé de leur faire violence pour qu'ils adoptent en fait ces technologies et qu'ils acceptent de lâcher prise un petit peu, c'est-à-dire de ne plus être celui qui pisse le code. Ce qui s'est passé en fait dans notre boîte, et pour le coup on est en plein dans l'IA, ça fait 2 ans qu'on construit dans l'intelligence artificielle, donc on est un peu AI native. Le truc c'est que je pense qu'on a tous collectivement, et finalement il n'y a que les entrepreneurs qui peuvent avoir ce trait de caractère là, c'est quasiment de détruire son propre workflow, de se virer soi-même pour passer à un autre niveau d'abstraction. Et souvent, en tout cas ce que j'ai constaté, et je m'en rends compte en discutant avec d'autres entrepreneurs, c'est comment tu arrives à faire comprendre à des salariés par exemple en fait la manière dont tu bossais maintenant là, il y a moyen de multiplier ta productivité par 5 ou par 10,
mais ça demande de mettre ton ego et ton identité de côté. Et juste, en fait, tu vas passer sur le cas du développement, par exemple, tu vas passer de ton taf quotidien, c'était d'utiliser une IA comme copilote, à tu vas devenir orchestrateur d'agents IA. Et je pense qu'en fait, plus on avance, plus ça s'accélère ce mouvement-là. Et les gens qui ont finalement un software et qui ont tendance à rester dans leur zone de confort, c'est catastrophique parce que c'est la route vers l'obsolescence. Et je pense que nos sociétés et notre culture qui adore le confort, qui adore la prédictabilité, n'est pas du tout adaptée à ça. Et je pense que le vrai problème aujourd'hui, c'est de créer des cultures et des nouveaux paradigmes et des nouveaux mental modèles pour potentiellement remettre en question la manière dont on travaille. Et il faut mettre une énergie. Moi, j'ai dû mettre. Si je veux bien te donner un conseil, je pense que s'ils en ont rien à foutre, c'est que la productivité, ils s'en foutent parce que c'est pas la leur, c'est la tienne. Et que je pense que justement, une des choses à changer, c'est de les intéresser finalement à cette productivité et au résultat de cette productivité, quoi, en fait. Ils ont quelle moyenne d'âge? Entre 27 et 30, 33, 34 ans. Non, pour le coup, tout le monde utilisait déjà les agents IA, etc. C'est plutôt le côté de, en fait, il y a une prise de conscience dans la Silicon Valley. Non, mais c'est une perte d'identité, c'est ça ce que tu expliques. Ouais, exactement. C'est juste que faut se virer. Je suis plus le développeur. J'ai utilisé un terme assez violent. C'était, pars du principe que je te vire et je te re-recrute 2 heures après. Mais je te recrute pas pour le même job. Il y a encore, et évidemment, il y a un spectre et tu vas devoir arriver là. Mais ce truc-là, ta fiche de poste a changé, quoi, c'est ça. Exactement. Ce qui se passe, c'est que, je sais pas, 30 dernières années, 40 dernières années, les développeurs ont disrupté le boulot de tout le monde et se foutaient de la gueule de tout le monde en disant, faut accepter le changement. Pour la première fois de leur vie, c'est eux qui se sont fait disrupter. Puis pas qu'un peu, très sincèrement. Moi aussi, moi, tu sais, à la base, je suis un développeur. Ouais. Moi, la première fois que j'ai vu que Claude, il codait mieux que moi, j'étais là, genre, en vrai, pour mon ego, c'est dur. Parce qu'en vrai, le truc code mieux que moi. Enfin, faut arrêter de se raconter des conneries. Le truc est meilleur. Et une sorte de blessure narcissique, en fait, qui est vachement intéressante. Ouais, c'est ça. Mais parce que t'étais un artisan. Mais en fait, on devient des industriels. Ouais. Donc, bien sûr que l'artisan, il te dit, l'artisan en toi te dit, ouais, mais tu te rends pas compte, machin, moi, j'avais ma façon à moi d'écrire mes parenthèses. Bah non, gros, enfin, tu vois, va falloir qu'on avance, faut faire des tests, faut faire de la simulation, faut machin, et puis faut progresser. Moi, la façon dont je l'ai fait, c'est, pour être sincère, je me suis longtemps foutu de la gueule des LLM, en disant, c'était un très joli perroquet scolastique. Et il y a un peu plus d'un an, j'ai commencé à jouer avec les LLM dans le but du code. Et là, j'ai fait genre, ah ouais, alors en fait, c'est un perroquet, mais qui fait bien, en fait. Voilà. Et j'ai passé toute mon année dernière. Donc, au début, j'ai essayé de convaincre les devs chez moi. Ça n'a pas marché du tout. Tout le monde s'en foutait. Et en fait, j'ai fini par dire à mon assistant, donc on est quand même 100 chez Clever, il doit y avoir 60 ou 70 devs. Je dis à mon assistante, c'est pas compliqué, tu te débrouilles pour que chaque mec qui bosse chez nous, enfin chaque mec ou nana d'ailleurs, à un moment, se retrouve une après-midi dans le même bureau que moi, parce qu'on a des bureaux partout, et que, en fait, j'ai du temps, et je vais m'asseoir à côté de chaque dev, et que je dis, tu veux pas qu'on teste ça, maintenant, tous les deux, comme ça, et voilà, et je les ai tous convertis comme ça. Limite violent au début, et ça a été long, mais en fait, je les ai fait un par un. Parce que à un moment, c'est du labeur. Et je pense que t'as le même problème chez toi, en fait. C'est, à un moment, il faut faire accepter le truc, et t'as beau inciter, tout le monde s'en fout. Et c'est vraiment quand tu mets le nez dessus et que tu lui dis, tu vois, ta valeur, elle est extraordinaire et tu viens de la démultiplier. Ouais. Parce qu'en fait, ta valeur était pas de produire du code. Ta valeur, c'est que tu comprends ce qu'il faudrait produire comme code. Et en fait, le moment où tu l'écris, ça met juste 3 jours, là où en fait, si le machin met 30 minutes à l'écrire, t'es juste plus efficace et ta valeur reste là, tu vois. Et ça rend les journées beaucoup plus épanouissantes. Moi, ce qui s'est passé, même moi personnellement, c'est que, ce que j'observe en tout cas, c'est que les gens dans ma team sont beaucoup plus épanouis parce que les journées où avant, finalement, quand tu codes, il y a beaucoup de phases, un peu de bruit où tu vas bloquer sur un problème, tu vas lire une doc, ça marche pas, t'itères, où tu bosses avec des agents IA et ta journée passe quasiment c'était 20% de signal, 80% de bruit à 90% de signal. Ce qui fait que il y a quelqu'un qui avait tweeté un truc sur le coder avec des agents, ça équivaut à jouer aux jeux vidéo. Parce qu'en fait, tu manages des trucs et je trouve que une fois que par contre les employés ont pris ce virage-là,
tu peux plus y revenir. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que les gens bossent plus. Mais les gens bossent plus parce qu'ils adorent ça et ils sont en train de faire même utiliser ça pour leur vie perso. Et je pense qu'en fait, on a l'impression que ça aliène, mais ça libère des moments qui étaient plutôt aliénants vers des choses beaucoup plus épanouissantes, en fait. Alors, vous me faites un raccourci parfait parce que je voudrais vous parler d'une autre méthode. C'est la méthode américaine. C'est celle de Jack Dorsey. Elle est radicalement différente. Il n'a pas pris le temps de s'asseoir avec les 4000 salariés de chez Blocks pour leur dire « Et si on faisait ça ensemble maintenant ?» Non. Lui, il a viré 4000 personnes d'un coup et ça s'est passé en 24 heures. Je pense que ça connecte exactement avec ce qu'on disait avant, c'est que il faut une telle énergie pour faire changer des employés de paradigme que si ta boîte a plusieurs millions d'employés, je pense que, comme tu viens de le dire, c'est impossible de faire du cas par cas. Du coup, il faut créer un stress. Et ce stress-là, il peut potentiellement, il doit passer par du layoff. Et une fois que tu as layoff, tu vas amener ce nouveau paradigme-là. Et c'est pas impossible qu'ils se remettent à recruter dans quelques mois. Je crois que d'ailleurs, quand Elon Musk avait layoff, quelques mois après, ils ont recruté. Et c'est juste que ça. Oui, mais ils recrutent pas les mêmes personnes. Ils ne recrutent plus les mêmes personnes, quoi. En fait, effectivement, et c'est ça ce qui est en train de se passer. Mais ce qui est intéressant là, et c'est là-dessus que j'avais envie de vous entendre. Donc, Jack Dorsey, je redonne le contexte pour ceux qui ne l'ont pas. Il vient de virer 4000 personnes dans sa boîte Blocks, qui est une boîte de paiement. Et il a expliqué très clairement dans un tweet que c'était l'IA qui allait désormais faire leur boulot. 4000 sur 11 000, donc on n'est pas en train de parler de 5 ou 10%, on est en train de parler de près de 40% de l'effectif de Blocks, et tout ça en 24 heures à l'américaine, avec des conditions d'ailleurs de départ qui sont très très généreuses, en tout cas pour les États-Unis, les conditions qu'il a offertes, sincèrement, il n'y a personne qui se plaint, quitte à être viré, autant être viré de chez Blocks. Mais ce qui est intéressant, et j'ai entendu des gens qui disaient le contraire, mais moi j'ai creusé et c'est pas le cas, le business de Blocks, il marche. On n'est pas ici à une entreprise qui fait face à des difficultés de marché, et c'est ça qui pose véritablement un problème. C'est que pendant des décennies, voire des siècles, on a vécu avec une logique assez simple, c'est que pour produire plus, il fallait plus de capital et donc plus de travail. Et là, ce que Jack Dorsey est en train de nous expliquer, c'est l'inverse. C'est que ce qu'il est en train de nous dire, c'est que pour accélérer ma croissance, j'ai besoin de moins de personnes. Il faut que je détruise et que je mette en place des nouveaux processus et que j'adopte cette révolution technologique de l'IA pour justement accélérer ma croissance. Et c'est ça, je pense, que les gens ont du mal à comprendre. C'est cette destruction d'emplois qui, au prétexte de justement accélérer la croissance. Comment est-ce qu'on leur explique ça aux gens ? Parce que bon, à ceux qui sont virés, ils font la gueule, forcément. Moi, mais aux autres, j'ai pas la même analyse que Jack Dorsey. Après, je comprends pas nécessairement son action dans le cas présent, mais en fait, si tu veux, moi, mon analyse de la situation est la suivante. T'avais des devs, d'un seul coup, ils deviennent 5 à 20 fois plus efficaces avec l'IA. Virer des mecs, du coup, ça fait que tu vas garder ta même productivité avec moins de bonhommes. Sauf que si tes concurrents, eux, même s'ils vont plus tard, tu vois, migrer, passent et migrent enfin, avec budget constant de bonhommes, bah, ils vont t'exploser en productivité après. Donc moi, j'aurais tendance à dire, en tant qu'early adopter, tu cash-in la productivité, tu prends des parts de marché devant tout le monde, c'est ce qu'on fait en ce moment, nous, tu vois, tu cash-in et tu gardes. Et donc, j'aurais tendance à dire, il y a peu de gens à virer parce que ce que tu veux, c'est la valeur des gens. Et la valeur des gens, c'est pas qu'ils savent produire du code. La valeur des gens, oui, mais est-ce que ce sont des gens qui sont prêts à adopter cette révolution ? Quoi, ta connaissance, ta culture, c'est ça, en fait. C'est la valeur des gens. Faut juste réussir à les convertir. De là, t'as deux approches. Soit tu dis, c'est plus facile de former les gens à ce qu'est ma boîte, ma culture, mon métier, ou c'est plus facile de faire la transition des gens qui étaient dans la boîte et qui connaissaient déjà ça vers des nouveaux outils. Moi, mon approche, c'est de dire, moi, je sais qu'il y a des équipes chez moi qui sont en train de merdouiller et pas d'adopter assez vite. C'est pas grave, ça va finir par se faire.
Par contre, ils connaissent mon métier, ma boîte, mes clients, ma culture, tout parfaitement. Et donc, le moment où ils seront convertis, ce sera bien. Et ça coûte tellement cher de faire migrer les gens. Tu vois, c'est ça que je trouve vraiment chiant. T'as une prémisse cachée quand même dans cette assumption-là, c'est de se dire que, et je pense que quand Jack Dorsey vire 4000 personnes sur 11 000, il a dû faire le constat que tu vas avoir des mecs qui peuvent être des très très bons devs, où en fait, si tu les fais monter d'un level, je crois que d'ailleurs c'était sur le ladder chez Google, tu as de L1 à L8, et à partir de L5 et L6, tu rentres dans les tafs d'orchestration, de management, donc les staff engineers, etc., etc. Et le truc, c'est qu'un développeur qui peut être extrêmement bon contributeur ne va pas spécialement faire un bon orchestrateur d'agents. Et du coup, ça peut être le cas, mais je pense que fondamentalement, tu as des gens qui sont pas transverses, qui sont pas généralistes, qui vont être des très très bons ingénieurs verticaux, mais quand il faut individual contributeur, comme on dit ici, ouais, exactement. dans la vallée. Ouais. Ils vont être des très très bons individual contributeurs, mais quand ils vont devoir passer au niveau d'au-dessus d'orchestration, de connexion des départements, ça va pas marcher. Donc oui, tu peux le faire, mais potentiellement la solution de se dire ok, bah en fait je vais dégraisser le mammouth et je vais recruter des gens qui auront potentiellement la même intelligence, ce sera moins coûteux que d'essayer de faire passer, de faire shifter ces gens-là en fait. Tu posais la question, Carlos, tu disais est-ce que les gens vont comprendre que à cause de l'IA, on va les licencier, etc. Si on prend le contexte français, bon, ça c'est mon ancienne casquette d'avocat en droit du travail, t'as ce qu'on appelle le licenciement économique, qui permet de licencier les gens qui, comme son nom l'indique, pour des raisons économiques. Et en fait, t'as plusieurs critères qui peuvent être pris pour justifier les licenciements, dont un critère qui est dans la loi depuis des dizaines d'années, qui est les mutations technologiques. C'est-à-dire que ton entreprise fait face à des mutations technologiques telles que tu es obligé de supprimer certains postes pour t'adapter à la concurrence. Ce qui veut dire qu'en tout cas, dans le droit français, on a déjà anticipé le fait qu'il n'y ait pas... Ouais. Et en fait, quand on parle de mutation technologique, tu n'as pas besoin de justifier d'avoir des difficultés financières et économiques. Donc ça veut dire que c'est un licenciement qui ne se fait pas dans une situation où l'entreprise est en danger dans l'immédiat, mais dans une situation où elle pourrait être en danger dans le futur. Donc on a déjà finalement cette possibilité dans le droit qui montre que conceptuellement, on sait très bien, et je pense que beaucoup de gens l'anticipent, que l'IA va, à mon avis, dans un certain nombre de licenciements, bon pour l'instant je connais pas de dossier là-dessus, mais à mon avis ça va se produire, on va avoir, bon bah voilà, on vous licencie pour cause de mutation technologique, et puis tout un laïus sur le fait que l'IA forcément va devoir justement modifier tous les process de l'entreprise. Donc à ce niveau-là, moi je suis pas, je suis pas surpris de ça. Maintenant, il y a une question que je pose, parce que c'est vrai que je crois que certaines personnes se sont demandé si finalement c'était pas juste un prétexte, dont Gilles Babinet, de dire c'est l'IA. Et puis, soi-disant, il est investisseur dans une boîte concurrente de Blocks, qui connaît un peu les chiffres de Blocks, et que Blocks va pas si bien que ça, etc. Moi, j'ai fait mes recherches, j'ai pas du tout trouvé la même conclusion que ça. Mais peut-être qu'il a des informations que moi je n'ai pas. Mais bon. Peut-être qu'il a des informations qu'on n'a pas. Cela étant, ce que je peux dire quand même de mon vécu professionnel, c'est que je ne dis pas que c'est la situation de Blocks. Maintenant, ça pourrait se produire dans d'autres entreprises, mais il peut arriver que des raisons autres que celles qui sont dans le code du travail. Alors je sais, c'est vrai qu'on est aux États-Unis, donc il y a pas ça. Mais bon, j'imagine qu'il doit y avoir quand même des justifications à donner, mais que des raisons autres que celles qui sont annoncées puissent motiver des licenciements. Ça, ce sont des choses qui se produisent tous les jours. Et puis après, il faut rentrer dans une case. Mais ce que j'observe, et ça m'étonne un peu d'ailleurs, et je sais pas ce que vous en pensez, c'est que dès que vous avez une entreprise qui dit je vais réduire mon effectif parce que je vais moderniser mes process avec de l'IA, etc. J'ai l'impression que les marchés accueillent ça avec un relatif optimisme en général. Pas relatif. Regarde le cours de Blocks, ça a pris 10%. À 18% quoi en fait dans la même journée, parce que effectivement les marchés se disent bah voilà, mon capital va être hyper efficace dans des boîtes puisque justement
Et il va être rentable parce que 65 à 70% des coûts de ces boîtes, c'est les salaires. Et quand on regarde les annonces qui sont faites aujourd'hui aux États-Unis, et je monte ce tweet, il n'y a pas effectivement ces pincettes dont tu parles pour annoncer le truc, mais bon, le gouvernement, on s'y attendait, annonce 317 000 suppressions d'emplois, UPS 78 000, Amazon 30 000, Intel 25 000, Citigroup 20 000, etc., etc., Nestlé 16 000, Microsoft 15 000. On peut pas dire que là c'est des boîtes qui vont mal, hein. Ça c'est plutôt des boîtes qui vont plutôt bien. Donc il y a effectivement et sachant quand même aux US, t'as quand même aussi une pratique, notamment dans les groupes cotés, qui est quand ça commence à virer, tout le monde en profite pour faire une charrette. Bien sûr. Ça te permet de passer entre les mailles du filet parce que aux US, tu te fais vachement engueuler par la population quand tu vires des gens et ça te permet de passer en travers des gouttes. C'est quand même aussi une bonne approche. Mais alors, est-ce que, si je suis votre raisonnement, est-ce qu'il faut que aujourd'hui les salariés, notamment en France, parce qu'on sait que l'impact, il y a toujours un délai en fait pour cet impact, mais si on voit ça arriver aux États-Unis, forcément, à un moment ou à un autre, ça va arriver en France. Quel conseil est-ce qu'il faut donner aux salariés aujourd'hui? Parce que justement, on dit, ils en ont strictement rien à faire, ils se sont pas du tout préparés à cette vague de l'IA. Est-ce que c'est un bon conseil de leur dire, les gars, commencez à vous former, commencez à utiliser ces outils, commencez à montrer à votre entreprise que vous avez, adopté le mouvement, quoi. Ou alors non, tout ça est fallacieux et de toute façon, ça sert à rien. Mais je crois que Brivel et Quentin ont clairement expliqué ce qu'il fallait faire en fait. On est une innovation qui arrive. Ceux qui sont les plus adaptés à cette innovation vont survivre et les autres, en effet, risquent de voir leur emploi menacé. Quand votre employeur va vous poser la question de s'asseoir avec lui pour regarder un truc sur Claude et de le faire ensemble, moi je vous conseille de le faire, quoi. Donc et de dire ah oui c'est vrai, c'est vachement bien, quoi, en fait. Ah oui, mais il vaut même mieux le proposer en fait. Ouais. Oui, Le mieux ce serait en vérité, parce qu'en plus il y a quand même un certain archaïsme dans les entreprises françaises, mais le mieux ce serait pas toutes, mais le mieux ce serait en effet d'être force de proposition, de se former à l'IA, parce que il y a plus de barrière du savoir aujourd'hui. Moi, par exemple, je vous donne mon exemple. Moi, je suis avocat de base. Je sais pas coder. Je suis pas un techos, comme on dit. Je me suis mis récemment à essayer de vibe coder des apps et des sites internet. Et j'y arrive, en fait. J'y arrive. Enfin, c'est vraiment, ce sont des compétences. Avant, fallait que tu fasses des études d'informatique ou que tu passes un peu de temps. Maintenant, je demande à l'IA de m'expliquer. Je demande à l'IA de prompter dans des outils de vibe coding et j'arrive à faire des trucs en fait. Donc à un moment et c'est clairement pas mon domaine, hein, je suis pas doué non plus, mais je me dis mais c'est vrai, tu t'évoquais ça tout à l'heure Carlos, j'aurais 19 ans aujourd'hui, mais je serais full IA. Et d'ailleurs, c'est ce que je remarque avec notamment les jeunes embauches que je fais dans ma boîte, c'est qu'ils sont de plus en plus complètement full IA. Et ça, c'est intéressant parce que d'un côté, on dit, alors pas tous peut-être, mais d'un côté, on dit, oui, il va y avoir un problème notamment chez les juniors dans les professions intellectuelles parce que l'IA fait mieux que ce que fait un junior, je sais pas, en conseil, en droit, tout ce que vous voulez. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des générations qui vont arriver et qui vous disent, mais je sais pas comment vous passiez le bac sans l'IA. Et parmi ces générations, vous allez avoir des gens qui sont pour le coup vraiment IA natives, c'est-à-dire ils ont commencé leurs études avec ça, ils ont fini leurs études, et il pourrait y avoir finalement un renversement où quelque part les jeunes se retrouvent favorisés, pas les jeunes de maintenant, cela étant, les jeunes de dans quelques années à mon avis. On est quand même un petit peu dans la merde parce que je vous montre cette pétition qui vient d'émerger, je l'ai lu ça dans Le Monde, qui face à l'IA générative, ils sont déjà plus de 3000, 2800 enfin dans l'article, mais je pense qu'aujourd'hui ils sont déjà encore plus, qui justement ces enseignants eux optent pour l'objection de conscience, hein, c'est-à-dire que ils considèrent que cette intelligence artificielle pose un problème de conscience et qu'il faut s'opposer à la mise en place de ces technologies dans les universités, dans les écoles. Et ils sont en train de créer un collectif universitaire
Je vous dis, ils sont déjà 2800 pour éviter ça. Donc, on est quand même un petit peu dans la merde là-dessus. Je veux pas dire, mais là, on est... Je pense que c'était prévisible, mais en fait, au-delà des archaïsmes habituels de l'institution éducative, faut en revenir aux fondamentaux. Et pour le coup, je plus sois tout ce que vous venez de dire, tous. Mais à quoi ça sert l'éducation ? Ah, j'en ai plus rien à foutre. Je préfère vous dire ça clairement. Tu crois que j'ai pas assez d'emmerde comme ça pour qu'en plus tu viennes me balancer des trucs. Non, mais j'ai une réponse. Je ne suis pas là pour dire que ça ne sert à rien. Au contraire. Merci. Il y a toujours eu de l'éducation, en priorité chez les élites, où les gens pouvaient avoir des livres, des profs professionnels. On le voit par exemple dans Game of Thrones, pour ceux qui aiment bien les trucs un peu médiévaux. Voilà, les élites ont toujours eu des précepteurs, comme on disait. Et puis à un moment donné, on s'est dit, mais si on pouvait avoir des précepteurs au niveau de la nation et avoir une éducation nationale. Pourquoi ? Parce que le savoir était rare et qu'il fallait d'une certaine manière le diffuser. Et puis on a eu Internet qui a fait en sorte qu'en fait le savoir ne soit plus rare, mais soit disponible partout. En revanche, là où l'éducation a continué de survivre, c'est que même si le savoir était accessible partout, la compréhension, elle, n'était pas forcément accessible. Il fallait toujours, dans certains domaines, un professeur, quelqu'un, pour t'apprendre à comprendre un concept. C'est pas parce que tu lis un bouquin d'Hegel que tu vas comprendre. Il y a même de grandes chances que tu comprennes rien, en fait. Je veux dire, peut-être qu'il faut lire d'autres livres sur Hegel avant de comprendre Hegel. D'ailleurs, moi, j'ai toujours rien compris. Mais le sujet, c'est que le professeur, l'instituteur, le prof d'université survivait parce que quelque part, il n'avait plus cette casquette de sachant, mais il a pris cette casquette de guide. Voilà, je vais te guider à travers les savoirs. Et donc petit à petit, voilà, l'institution éducative a dû se faire finalement au fait que le savoir était devenu une commodité quelque part. Et là, ce que ramène l'intelligence artificielle, c'est que là, pour le coup, la compréhension, en tout cas la faculté à faire comprendre, n'est plus rare du tout. C'est-à-dire qu'en effet, si tu demandes à GPT, Gemini, tout ce que vous voulez, d'expliquer de la manière la plus claire possible, en plus en fonction de ta manière de comprendre, parce que tous les élèves sont différents, donc en plus on peut faire de l'éducation réellement individualisée. Ça, c'est incroyable. Alors à ce moment-là, en effet, l'IA va le faire. Et là, tu as Laurent Alexandre qui a eu une formule qui a beaucoup fait le buzz, qui a dit les jeunes, arrêtez de faire des études. C'est un petit peu extrême. Je pense pas qu'il faille arrêter de faire des études. En revanche, si moi j'avais un conseil, en effet, à donner aux jeunes que je ne suis quasiment plus, ne prenez pas au sérieux vos professeurs et l'institution éducative. Ils sont finis. Finito. Il faut aller en cours, il faut passer son diplôme, il faut avoir la jolie signature, voilà, la jolie cérémonie de remise des diplômes, tout ce que vous voulez, c'est sympa. Ça fait plaisir aux parents, mais la vérité, c'est qu'ils sont dépassés. Et plutôt que de perdre du temps finalement à vous bourrer le crâne avec des connaissances inutiles qui seront obsolètes en une semaine, allez-y à fond sur l'IA. Regardez ce qui vous plaît, mais aussi regardez ce qui marche dans le monde. Regardez ce qui offre aussi des débouchés. Ça aussi, c'est un gros problème quand on fait ses études. Mais je vais faire quoi après mes études? Ça, c'est une information qui est compliquée à savoir. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est accessible en 2-3 prompts, quoi. Ouais. Donc ça veut dire que... mais Jérémy, moi je continue quand même à dire aux jeunes d'aller à l'école ou d'aller à l'université ou ailleurs. Oui, mais il faut pas prendre ça au sérieux. Faut le faire, mais il faut le prendre au sérieux sur un plan, c'est que c'est là que tu vas peut-être trouver ton cofondateur, que tu vas créer du réseau, que tu vas trouver des gens aussi qui t'inspirent, qui te motivent, des rôles modèles. Ah tiens, lui il fait ça, moi je le fais pas, etc. Que tu trouveras pas à poil ou en jogging dans le sous-sol de chez tes parents, devant ton ordinateur, entre League of Legends et YouPorn. D'ailleurs, on va venir sur YouPorn parce que... Qu'est-ce que t'as contre League of Legends, Carlos? Il y a des rôles modèles dans League of Legends. Il y a des gens qui ont réussi, qui gagnent des sous, qui sont dans le dépassement. Allez, on termine avec ce sujet. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est les États-Unis qui déclarent la guerre numérique à l'Europe.
le département d'État américain est en train de développer. Alors, je vous montre la page. C'est pas encore sorti. Ça s'appelle freedom.gov. C'est un portail officiel qui est conçu pour permettre aux Européens de contourner via un VPN 100% gratuit. Les mecs reculent devant rien, c'est formidable. Les contenus bannis par les lois de l'Union européenne, c'est-à-dire en gros le cyberharcèlement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, les contenus pornographiques, voilà, je sais pas, mais les mecs qui sur Pornhub, etc., vont pouvoir enfin avoir un VPN gratuit, tu vois, pour continuer à regarder Pornhub, visiblement. Mais là, ce qui est visé, c'est soi-disant la désinformation française, européenne, imposée par justement la Commission européenne. Ça, c'est conçu avec un ex-membre du DOGE, Édouard Coristine. La plateforme est une plateforme administrée par l'Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures, le CISA. C'est une branche de la sécurité intérieure. Ça fait un peu peur, quoi, quand même, ce truc-là, quoi. C'est comment est-ce que c'est enfin, moi, je suis en train de monitorer ce truc-là, mais en gros, ils sont en train de présenter ce truc-là un peu comme le projet Radio Free Europe, qui diffusait depuis Vienne des informations vers les pays du pacte de Varsovie. Mais là, on est traité un petit peu comme ça. Il y aurait une sorte de mur de fer entre les États-Unis et l'Europe, avec des gens qui sont capturés, qui ne peuvent pas s'échapper, et il faut leur offrir des outils pour qu'ils puissent s'échapper de leur situation. Moi, je trouve ça super intéressant, Carlos, le parallèle que tu viens de faire avec Radio Free Europe. D'ailleurs, j'ai fait un short sur Instagram qui doit culminer à 700 vues sur ce sujet. Donc, j'aurais vécu dans un village, j'aurais alerté tout le village. Donc, c'est un très bon résultat en ce qui me concerne mes KPIs personnels. Mais plus sérieusement, pour l'instant, on a une page avec un espèce de cheval pixelisé qui court. Et on va voir ce que ça va donner. Mais par rapport au parallèle Radio Free Europe, c'est vrai qu'il faut rappeler que c'est un média qui existe toujours d'ailleurs, et qui permettait d'avoir les informations occidentales diffusées dans le bloc soviético-communiste, et qui était géré totalement et entièrement par la CIA. Voilà, donc c'est pas non plus uniquement de l'information libre, c'est l'utilisation d'une forme d'information libre, on va dire, dans le but de contrer la propagande. En fait, ce qui est intéressant, moi je sais pas ce que ça va donner, parce que ça pose plusieurs questions, parce que déjà, il existe déjà des VPN, voilà, des VPN commerciaux. En veux-tu, en voilà, il y a le choix, il y a même des technos pour le développer soi-même, donc le VPN. Donc c'est pas si compliqué que ça, et je vois pas ce qui est si révolutionnaire. En revanche, d'un point de vue de la communication politique, voire géopolitique, je pense que c'est là que le message est intéressant, c'est que, en effet, ce que nous dit l'administration américaine, c'est vous, l'Europe, vous êtes devenu un espace de propagande, un espace où la liberté d'expression n'existe plus, n'existe pas, vous surrégulez, il n'y a plus de liberté d'expression, vous empêchez l'AfD de se présenter aux élections en Allemagne, etc. Donc ça, c'est le discours de l'administration actuelle aux États-Unis, qu'ils mettent finalement dans les actes, en disant, bon bah voilà, on fait ce nouveau Radio Free Europe. Donc en fait, c'est un message clairement envoyé aux élites européennes qui est de dire, calmez-vous sur le contrôle de votre espace informationnel, n'oubliez pas que ici, c'est aussi chez nous, quelque part, et que vous ne pourrez pas fermer votre espace informationnel, contrairement à ce qu'on dit beaucoup de dirigeants européens. C'est un moyen de pression, alors. C'est un moyen de pression politique. C'est pas vraiment un moyen de pression, selon moi, c'est plutôt un message. Parce que, encore une fois, message, je ne sais pas si ce sera véritablement fonctionnel. Et puis ensuite, le vrai sujet aussi, par rapport à la question que je me posais, c'est à quoi sert ce truc qui va être géré par la CIA, la NSA ou je sais pas qui. Donc bon bah dès que vous allez vous connecter dessus, les États-Unis, on saura tout de ce que vous faites. Bah évidemment, voilà. Ouais. Bon après ils le font déjà, mais là c'est sûr et certain quoi. Mais la question qui va se poser, c'est mais pourquoi font-ils ça alors que nous avons des VPN? Et moi mon inquiétude, c'est plutôt lié à ça. C'est
est-ce qu'on aura demain dans l'Union européenne des VPN librement accessibles comme aujourd'hui? Parce que, et là je vais revenir à cette loi là, qui va s'appliquer en septembre, de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Nous, la réflexion qu'on s'est faite chez Risquintel Media, c'est ok, vous voulez interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, mais ce qui va se passer, c'est que en fait, on va aboutir à l'interdiction des VPN. Donc là, Oui, parce que les jeunes vont utiliser des VPN pour contourner cette interdiction-là, et que l'étape d'après, c'est qu'on interdira les VPN. L'étape suivante ensuite, c'est qu'on interdira les gens de faire des gamins, parce que sincèrement, on n'arrive pas à les contrôler, donc autant interdire aux gens de faire des mômes. C'est plus pratique, quoi. Peut-être, c'est peut-être l'étape d'après. Mais en tout état de cause, lors d'une interview sur cette loi, donc la ministre Madame Le Henaf a conclu son interview, donc celle qui est déléguée au numérique et à l'IA, quoi, grosso modo, pour dire que les VPN ce serait son prochain chantier. Je sais pas ce que ça veut dire en fait. Est-ce que les VPN c'est un problème, c'est un nouveau problème démocratique? Les VPN sont-ils un danger pour la démocratie? Quelqu'un peut expliquer pourquoi les VPN c'est important? C'est le chiffrement, en fait, c'est ce qui te permet de garantir le chiffrement, donc pour des raisons légitimes ou non légitimes, mais c'est ce qui te permet de garantir la confidentialité de tes échanges. Les VPN, c'est le moyen d'encapsuler la totalité de ton flux sans trop savoir ce qu'il y a dedans, et donc ça garantit la confidentialité de tes échanges, y compris face à une surveillance. Et c'est les VPN qui ont permis à des Chinois, des Iraniens, des Russes de sortir, tu vois, des choses. Moi, je pense qu'il y a deux choses à voir. Le premier, c'est l'impact américain, et ensuite la tentation totalitaire inhérente à chaque gouvernant. Moi, et ça, je vous propose qu'on en parle après. La première chose, c'est le mouvement américain. Clairement, l'affrontement culturel entre l'Europe et les États-Unis est exacerbé par la brutalité et le côté bourrin de Donald Trump. Donald Trump, il arrive, il bourrine, il te dit, vas-y, on va monter un Radio Free Europe du digital, etc. Si vous regardez bien, Marco Rubio a également envoyé la semaine dernière une lettre à la totalité des ambassades américaines sur le même Europe, sujet. D'accord. Ouais. Disant, vous devez vous opposer à toute forme de régulation, toute attaque en direction de nos GAFAM, etc. Ils savent que c'est un pouvoir monstrueux. Et ils savent qu'ils tiennent l'Europe avec l'économie digitale. Et donc, bien sûr qu'ils sont contre. Et donc, ils vont déclencher un certain nombre de narratives dont le seul objectif et la seule cohérence est d'empêcher les Européens de reprendre leur indépendance. Ouais. Et moi, je vois, je me le tape en permanence. C'est littéralement devenu une seconde façon d'être pour moi que de se les taper. Ces mecs-là sont ingérables. Et donc, bien sûr, ils sont au courant du pouvoir que leur donne ce truc-là et ils ne veulent pas s'en séparer. Et donc, on va se taper leur narrative sur la liberté d'entreprendre pour en fait aider des monopoles à se maintenir. On va se taper leur narrative sur l'information pour aider à ce que la désinformation progresse dans des visions qui sont pas nécessairement très vertueuses pour nos pays, une vision très démocratique, etc., etc., etc. Et donc c'est un bon signe en fait. Ça veut dire que là ils comprennent qu'il y a une menace, qu'il y a une sorte de peut-être aussi de prise de conscience européenne et de mise en concurrence finalement de leurs solutions. Peut-être c'est ça aussi. Peut-être on peut voir ça de façon très positive. Non seulement en concurrence, mais je pense qu'il y a un vrai sujet en Europe qui est de se dire peut-être que la domination américaine est un problème. Et je pense que c'est sain qu'on se pose cette question-là et qu'on avance. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que effectivement, de l'autre côté sur les VPN, on a un problème, c'est que tout gouvernement a à un moment une tentation totalitaire. Encore plus quand il n'y comprend pas grand-chose, mais en vrai, tout gouvernement. Et moi, c'est le débat que j'ai toujours eu avec tout le monde. Moi, je fais souvent partie du camp des gens qui te disent qu'il faut de la liberté sur Internet et que il ne faut pas réduire les droits. Mais ce que j'explique, c'est il est légitime qu'un policier te dise si je colle un flic derrière chaque citoyen, ça va filer droit, on n'aura plus de problème. Ce en quoi il n'a pas tort. Ça va filer droit, tu vois. Pour autant, c'est aussi les défenseurs des droits qui doivent dire oui, mais la vidéosurveillance, les flics, savoir ce qu'on fait, c'est inacceptable, et donc non.
Et le politique, au milieu, doit trouver une option pour que ce soit acceptable. Chez nous, ça a donné le code des postes. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le code des postes, c'est écrit que la poste a le droit d'écrire ton courrier, le copier et l'envoyer à l'État? Non. Donc, est-ce que c'est acceptable dans le cadre de ta messagerie instantanée, telle que c'est en train d'être voulu être imposé par le ministère de l'Intérieur dans la future loi de sécurité en détruisant le chiffrement de bout en bout? Bah, pas tellement plus, à mon humble avis. Parce que c'est toujours une idée de merde, en fait. Et qu'à chaque fois que tu donnes aux forces de surveillance la possibilité de surveiller, elles s'en servent. Bon les amis, on arrive à la fin de cette émission, c'était super sympa, merci de cette conversation à bâton rompu, on est parti un petit peu dans tous les sens, mais bon c'est ça aussi Silicon Carnet, hein. On rajoute du piment dans la sauce et on sait pas toujours ce que ça donne, mais j'espère pas avoir trop foutu le bordel. Mais non, mais tu reviens quand tu veux, Quentin. Pareil pour toi, Brivel. Je continue de te suivre sur Twitter, enfin sur X. Il faut que j'arrête de dire Twitter. Mais moi, je suis sur Twitter depuis. Ouais, mais non, mais Elon Musk a demandé à ce qu'on arrête justement de dire Twitter parce qu'il avait quand même mis beaucoup d'argent là-dedans et que. Ouais, mais ça, c'était vraiment une idée. Ouais, mais bon. Voilà. Donc il est omnibulé par la lettre X. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, c'est surtout que ça fait référence au porno, quoi, chez nous. Enfin... Ouais, mais je vais voir un truc sur X. Enfin, je sais pas. Non. Ouais, c'est le journal du X, quoi, en fait, quoi. Pour les amateurs. Bon, allez, rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode de Silicon Carnet. Bye bye.